Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Forum Chine-Afrique, la Chine va accorder à l'Afrique un soutien financier de 50 milliards de dollars. L'Empire du Milieu, premier partenaire commercial de l'Afrique, veut approfondir sa coopération avec le continent. À la coprésidence du FOCAC, Bassirou Diomaye Faye a passé le témoin à Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. En politique, la déclaration de politique générale de Ousmane Sonko fixée au 11 septembre prochain par la conférence des présidents. En retenant cette date, le président de l'Assemblée nationale viole sciemment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 97, alerte le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi Ayib Daffé. Et puis éducation, visite guidée du lycée Nation Armée pour l'équité et la qualité à Sédhiou. L'établissement va accueillir les élèves dès la prochaine rentrée scolaire. Le chantier est presque terminé. Reportage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Le forum sur la coopération Sino-Afrique, ouvert ce mercredi, se poursuit jusqu'à vendredi. Devant le parterre de chefs d'État africains présents à Pékin, le président chinois a annoncé des mesures économiques dirigées vers le continent noir. Xi Jinping compte mettre en place dans les 3 prochaines années une 50aine de milliards de dollars sur la table. À la présidence du FOCAC, à la coprésidence du FOCAC depuis 2018, le Sénégal a passé le témoin à la République du Congo. Daniel Diouf. Xi Jinping avait promis un partenariat renforcé. Le président chinois a dévoilé les grandes lignes de ce projet de grande envergure. La Chine ouvrira plus largement son marché. Elle a décidé d'accorder une exemption de droits de douane pour toutes les catégories commerciales aux pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, parmi eux 33 pays d'Afrique. La collaboration contient aussi un volet sécuritaire. La Chine mettra en œuvre une stratégie de coopération dans le cadre de l'initiative de sécurité globale qui sera déployée sur le continent. Elle accordera à l'Afrique des subventions d'un montant de plus de 14 milliards de dollars au titre de l'assistance militaire. Ainsi, 6 000 militaires et 1 000 policiers et forces de l'ordre africains recevront une formation. 500 jeunes militaires africains iront visiter la Chine. Des annonces qui confirment la volonté de la Chine de maintenir sa position de premier partenaire commercial du continent. Le président Xi Jinping a aussi promis une aide financière de 50 milliards de dollars au continent sur les 3 prochaines années. Le forum de coopération sino-africaine se poursuit ce vendredi. D'autres décisions majeures encore attendues. À la une également de l'actualité, la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko fixée au 11 septembre prochain par la conférence des présidents. En retenant cette date, le président de l'Assemblée nationale viole sciemment le règlement intérieur de l'Assemblée en son article 97, alerte le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi Ayib Daffé. Le point avec Ibrahima Khan. Ousmane Sonko sera-t-il à l'hémicycle le 11 septembre pour faire sa déclaration de politique générale? Difficile d'y répondre avec certitude au vu de la polémique née de l'interprétation de l'article 97 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour les députés de la majorité, c'est le président de la République lui-même qui a donné un ordre de priorité en laissant le soin à l'Assemblée nationale de fixer la date. Chose que la conférence des présidents a déjà fait pour retenir la date du 11 septembre. Par conséquent, les dispositions de l'article 97 ne peuvent s'appliquer, soutiennent les députés de la majorité. Une position que ne partagent pas les députés de Yewwi Askan Wi, accusant même le président du Parlement et de son clan de violer volontairement le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en retenant la date du 11 septembre pour la déclaration de politique générale. Pour rappel, l'article 97 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule que l'Assemblée nationale doit être informée 8 jours au moins avant la date retenue pour la DPG. Les députés de Yewwi Askan Wi se veulent clairs, seul le chef de l'État est habilité à fixer la date de la déclaration de politique générale en respectant le délai de 8 jours entre l'information de l'Assemblée nationale et la tenue effective de l'exercice.
Merci Ibrahima. Ce matin, 109 députés étaient à l'ouverture de la 3e session extraordinaire à l'initiative du chef de l'État. Des députés de Yewwi saluent la démarche du président et estiment qu'il a rétabli l'ordre des choses. Réaction recueillie par Alassane Ba. Le règlement intérieur a été promulgué et publié au journal officiel samedi dernier. Maintenant, eux, ils ont voulu court-circuiter le cours normal des choses, ça veut dire ce qui réclamait la DPG. Vous imaginez la crise constitutionnelle qu'ils voulaient créer. Initier une motion de censure alors que le règlement intérieur n'était pas entré en vigueur. En tout cas, ils n'étaient pas au courant parce que c'était samedi et ils l'ont fait après. Mais tout cela pour dire quoi? Que le président de la République n'a juste fait que ramener les choses à l'endroit. On verra vers la fin ce que ça va donner. Je pense que le 12, ce n'est pas très loin. Il faut attendre et laisser le temps du travail parlementaire se dérouler sereinement. C'est déjà donc un bon mouvement. À nous, parlementaires, de nous donner le temps et les conditions de vider les questions qui sont à l'origine de la convocation de cette session extraordinaire. En principe, quand vous convoquez une session extraordinaire qui ne peut pas excéder 15 jours, si l'Assemblée n'a pas fini son travail, vous ne devrez pas pouvoir dissoudre l'Assemblée. Ce serait abracadabradant ou contradictoire. Le jeu du régime sous l'influence d'Ousmane Sonko est cousu de fil blanc. Les Sénégalais n'élisent pas un président pour qu'il fasse ce qu'il veut. Les Sénégalais élisent un président pour faire ce que les Sénégalais veulent. Le mandat, ce n'est pas 5 ans, le mandat, c'est ce pourquoi on vous élit. Ce n'est pas pour avoir droit de vie et mort sur les autres. Et ça, c'est clair. Et de ce point de vue, je pense que nous avons indiqué clairement aux Sénégalais pourquoi ce gouvernement-là, ce régime qui se proclame Djoubanti, Djoubal, est véritablement un régime de Djoublang, de Djalgati et de Djaïdolé. Mais ce qui est en sens, Le président de l'Assemblée nationale est juste en train de retarder leur défaite en convoquant la conférence des présidents à 15h, alors qu'il avait dit que les travaux allaient démarrer juste après l'ouverture de la session. Mais je pense que dès demain, nous allons démarrer les travaux en commission avec les ministres qui sont ici, puisque la ministre des Affaires étrangères est hors du pays. Nous ne pouvons pas tenir de commission sans elle. Et c'est clair que c'est un deal, puisque les travaux ne pourront pas être bouclés avant le 12 septembre. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a présenté le bilan de ces 2 ans et demi. Ce point d'étape met en lumière les réalisations dans divers secteurs comme les infrastructures, la santé, l'éducation et le sport. Les perspectives pour la suite du mandat ont également été déclinées lors de cette cérémonie qui s'est déroulée ce matin à l'hôtel de ville. Biram Dour. À mi-parcours de son mandat, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, et son équipe municipale ont présenté un bilan détaillé du chemin parcouru depuis 2 ans et demi au service de la ville et de ses habitants. Attachés à la transparence, ils ont rendu compte ce vendredi des engagements tenus et des réalisations concrètes sur cette première période. Le bilan à mi-mandat est une exigence de la démocratie moderne qui place la transparence et la bonne gouvernance au sommet de la pyramide. C'est pour répondre à cette exigence, pour satisfaire à cette obligation que nous devons, en tant qu'élus, c'est-à-dire en tant que dépositaires de la volonté populaire, convoquer les Dakaroises et Dakarois périodiquement et dans des formes diverses pour leur parler ou, plus exactement, pour nous expliquer sur la manière dont nous tenons le gouvernail du bateau dénommé Dakar. Le programme Dakar Bignubok n'est certainement pas un chapelet de vœux pieux ou de simples déclarations d'intention. Il a été conçu selon une démarche originale basée sur la collecte de données à travers des visites de terrain permanente auprès des différentes couches de la population. Infrastructure, santé, éducation, développement social, culture et sport, ce bilan fait le point sur l'avancement des projets et des engagements de la municipalité dans ces 6 domaines essentiels au service des Dakarois. En 2 ans et demi, vous pouvez constater l'adéquation entre ce programme et les réalisations effectuées et celles en cours. C'est là tout le sens du thème général de nos travaux. Beaucoup de gens se posaient la question, où est Barthélémy Diaz? Que fait Barthélémy Diaz?
je suis dans le Dakar Bignibok, Sidi Lanek. Notre programme Dakar Bignibok est composé de 6 axes et de plus d'une centaine de propositions et d'objectifs stratégiques. Nous voulons une ville dynamique, attractive, capitale ambitieuse et résiliente, prête à faire face à toutes les charges. L'axe 1 de notre programme concerne la construction d'une gouvernance stratégique tout en développant une ville dynamique. Faire de Dakar une ville de santé, éducative, sportive, une ville économique à fort impact social, mais aussi une ville solidaire et sociale. Selon Barthélémy Toye, ce bilan à mi-mandat témoigne des efforts constants pour transformer Dakar et améliorer le quotidien de ses habitants avec des projets ambitieux en cours et des nouvelles initiatives à venir. Nous sommes à présent en route vers 2027. Il s'agira de consolider les acquis, au besoin de réajuster les paramètres, toujours dans cette quête ultime d'un meilleur être pour nos chers concitoyens. Ensemble vers l'essentiel, rendez-vous en 2027 pour un bilan général. Éducation à présent, création des lycées Nation Armée avec une capacité de 1200 places. Le lycée Mactar Kébé de Sédhiou va démarrer les activités pédagogiques dès la prochaine rentrée. Le chantier est presque terminé. Visite guidée Bakary Conté, Kalidjamé. L'INEC, lycée d'intégration nationale pour l'équité et la qualité, l'un des projets phares du président Macky Sall. À Sédhiou, les travaux ont démarré le 2 août 2021 pour une durée de 18 mois. Mais finalement, le chantier a duré 3 ans pour une enveloppe financière d'environ 7 milliards de francs CFA. Il y a seulement Sédhiou et Kaffrine qui ont ces l'INEC. Donc ces l'INEC se veulent d'être des établissements modernes, n'est-ce pas, des établissements qui pourront être en mesure de fournir vraiment une éducation de qualité, n'est-ce pas, pour les futurs élèves qui seront admis ici. L'infrastructure est une architecture moderne de dernière génération composée d'un bloc médiatique, un bloc administratif, 2 blocs pédagogiques de 26 salles de classe, un campus social de 4 bâtiments R+2 d'une capacité d'accueil de 1200 élèves, une imprimerie, un parking solaire, entre autres une unité de traitement d'eau potable. Le LINEC comporte deux zones, le campus pédagogique et le campus social. Donc en tout pour les salles de classe, nous avons 4 bâtiments. Donc dans ces bâtiments, nous avons des salles spécialisées et des salles de classe standards. Il y a aussi la bibliothèque et l'administration, n'est-ce pas, le foyer et le restaurant, le réfectoire. Il y a, n'est-ce pas, deux bâtiments de R+2, n'est-ce pas, qui sont prévus pour le logement, n'est-ce pas, des élèves. Et chaque bâtiment comporte, n'est-ce pas, 32 chambres. Ça peut contenir 1200 élèves. Voilà. Et dans ces bâtiments, même, il y a des salles de cours, des salles de loisirs, des salles télécom. Le président Macky Sall avait donné à ce LINEC le nom de Mokhtar Kébé, ancien maire de Kolda, journaliste et ancien ministre de la communication sous Diouf. Aujourd'hui, le nouveau régime parle de l'INAC, lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité. Le LINEC de Sédhiou va donc recevoir ses premiers élèves en octobre. Le ministre de l'Enseignement supérieur à Matam pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de l'université Souleymane. Abdourahmane Diouf se réjouit de l'état d'avancement de ces travaux justement et assure la bonne évaluation du projet et celui de l'ICEP, des infrastructures qui seront livrées avant octobre 2026. Ali Bandeliang. Des eaux de la crue après la montée du fleuve Sénégal, les travaux de construction de l'université Souleymane Niang vont bien se poursuivre. L'assurance est de Abdourahmane Diouf, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'est déplacé lui-même s'enquérir de la situation. Il se trouve qu'on est en période de pluie et nous avions quelques alertes et quelques inquiétudes par rapport à l'avancement des travaux. Quand nous sommes venus, accompagnés du gouverneur, du coordonnateur de l'université et de la directrice de l'ISEP, nous sommes allés sur le terrain nous rendre compte de la situation. On nous avait alerté sur une très grande zone inondable sur le site du chantier de l'université.
Nous nous sommes rendus compte que cette partie-là était vraiment congrue, que cela concernait 8% du chantier global de l'université. Mais le plus important, c'est que cette forme d'inondation était même prévue, parce que les architectes ont prévu d'en faire un bassin de rétention pour alimenter l'université en eau sur un certain nombre de domaines, y compris pour les étudiants dont certains doivent faire des études en agriculture et en aquaculture. Donc je dois dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Et la visite globale du chantier nous a laissé voir que cette inondation sur une toute petite partie du chantier n'était pas aussi important au point de penser éventuellement à délocaliser. Nous nous sommes rendus compte que les travaux étaient un peu plus avancés que ce que nous avions vu au niveau des rapports. Une visite qui aura permis au ministre de l'Enseignement supérieur de se rendre sur le site de l'ISEP à Matam. Un chantier dont les lenteurs avaient même suscité une série de manifestations des jeunes. Là aussi, nous avons vu le chantier où il y a des retards. C'est un retard qui date de longtemps, qui précède notre arrivée au gouvernement. Je pense que c'est un chantier qui a démarré depuis 2021 où il y a eu beaucoup de problèmes. Mais nous étions justement venus pour voir où sont les goulots d'étranglement et trouver éventuellement des solutions. Nous sommes sur la bonne voie parce que nous avons recueilli les points de vue de la directrice et nous avons discuté avec l'entreprise qui est en train de faire le travail. Le ministère notamment aussi a un certain nombre d'engagements à prendre. Cette visite du ministre Abdourahmane Diouf a également permis de soulager les populations de Matam qui, depuis plusieurs années, s'opposent à toute délocalisation des campus et des blocs administratifs qui seront désormais construits sur le même site à Matam. Merci Ali. Tout autre chose à présent. Khalé Samaïté, l'enfant ma priorité, est un mode opératoire élaboré par la police nationale et la gendarmerie en compagnie du Bureau international des droits des enfants pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Ces acteurs ont travaillé sur l'accueil et la prise en charge des enfants vulnérables et victimes de violences. L'activité entre dans le cadre du projet Autonomisation des filles et acteurs de première ligne contre les violences sexuelles et sexistes au Sénégal. Voici là-dessus le commissaire Bintou Sissé, point focal genre de la police nationale. Un mode opératoire que la police et la gendarmerie ont élaboré ensemble dans le cadre de notre collaboration avec UBICER, c'est-à-dire le Bureau international des droits des enfants. Et dans ce cadre, nous avons beaucoup travaillé sur l'accueil et la prise en charge des enfants vulnérables, des enfants victimes de violences, surtout basé sur le genre. Mais nous avons surtout insisté sur l'accueil des enfants dans nos services de police et de gendarmerie. Et c'était important d'harmoniser sur nos approches, d'harmoniser sur nos manières d'accueillir les enfants victimes, mais aussi de leurs familles. Et parce que la prise en charge commence par l'accueil. Et si l'accueil est raté, tout le processus tombe à l'eau parce que ça contribue à décourager les enfants et les familles, à créer aussi ce qu'on peut appeler la victimisation secondaire. Si aujourd'hui nous avons besoin de savoir combien d'enfants âgés de tel à tel ont été victimes de viol, nous n'avons pas concrètement les données qu'il faut. Et cette fiche d'identification permettra à élaborer, en tout cas à mettre en place un système qui nous permettra de quantifier, en tout cas d'avoir les données désagrégées sur les violences qui sont subies par les enfants. Préparatif du Gamou de Tivaouane, les autorités assurent que toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'événement. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était dans la cité religieuse. Cheikh Tidiane Dièye assure un bon approvisionnement en eau. Voici ce reportage de Cheikh Anta Diop et Seylatir. À quelques jours du Gamou de Tivaouane, tout est en train d'être mis en œuvre pour un approvisionnement correct en eau potable à Tivaouane. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, l'a confirmé. J'ai déjà pris toutes les dispositions au niveau du ministère. Toutes les procédures administratives sont en train d'être accélérées pour que le processus soit terminé avant le Gamou, afin que le président puisse avoir le plaisir de donner cet ouvrage important qui non seulement va régler définitivement la question de l'eau dans la mosquée,
mais aussi pouvoir injecter cette eau dans le réseau de distribution de la ville pour le renforcer et permettre aux populations de Tivaouane d'avoir en permanence de l'eau potable. La problématique de l'assainissement est en train de miner la cité religieuse. Cheikh Tidiane Dièye annonce que le président Diomaye Diakhar Faye a un projet pour régler les problèmes auxquels les cités religieuses sont confrontées. L'assainissement est aussi un pilier important et dès la fin de l'hivernage, après le Gamou, comme il l'a annoncé à Touba, sans doute il le fera aussi à Tivaouane. Les cités religieuses comme les grandes villes du Sénégal connaîtront une transformation systémique en termes de maîtrise de la question de l'assainissement avec des projets d'envergure pour sortir de la routine chaque année de faire des petits projets. Selon certains techniciens, Tivaouane a besoin dans l'urgence d'un programme global pour les eaux usées et les eaux pluviales qui couvre toute la commune de Tivaouane. Après Tivaouane, Cheikh Tidiane Dièye s'est rendu à Medina Baye. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Santé, lutte contre la variole du singe, l'arrêt de la propagation du virus est le premier enjeu, estime le professeur Daouda Ndiaye. Le Sénégal, vous le savez, rappelons-le, est encore épargné. Le parasitologue a animé la conférence sur l'émergence des nouveaux pathogènes en Afrique, rencontre à l'initiative de l'Association des journalistes en santé, population et développement. Pape Faragnig. La variole du singe, une maladie infectieuse, elle peut déclencher une éruption cutanée douloureuse, un gonflement des ganglions lymphatiques et de la fièvre. La plupart des personnes atteintes se rétablissent complètement, mais certaines peuvent contracter des formes graves de la maladie. Chacun prend ses responsabilités pour une autoprotection, une surveillance personnelle, avant que le ministère également puisse jouer son rôle. À travers vous, nous voulons effectivement que l'information parte au niveau des populations pour les rassurer d'abord que c'est une maladie comme toutes les autres, mais c'est une maladie qu'on peut contacter à tout moment parce que les possibilités de contact sont nombreuses. Il y a la voie aérienne en parlant entre personnes, contacts et d'autres personnes qui ne le sont pas, à travers les objets souillés, à travers les contacts sexuels, les contacts corporels. Donc les voies de contamination n'excluent même de la maman au fœtus, et entre autres possibilités de contamination. Une maladie transmissible par différentes voies. Pour une réponse efficace, il faut nécessairement l'implication de tous. L'occasion de dire à tout le monde que ce plan de réponse doit commencer par chacun de nous en faisant en sorte qu'on comprenne les dangers de la maladie et les mesures en tout cas de précaution à mettre en place pour éviter de se contaminer ou bien même de propager le virus de ce mpox-là. Donc à chacun son rôle dans cette maladie-là, dans la surveillance, à chacun sa compréhension, mais surtout sa responsabilité de se faire dépister à chaque fois qu'on a des suspicions de contact. Même si actuellement aucun cas d'mpox n'a été détecté, mais il faut des mesures drastiques au niveau des frontières. Il faut d'abord que les gens comprennent s'il y a un cas qu'il y en a ici, que les mesures de protection qu'on connaît, notamment tout ce qui était valable pour le Covid-19 sont valables ici dans les cas de mesures basiques parce que la propreté, la désinfection des locaux, éviter les contacts avec les personnes qui ont été cibles, au sein même de l'environnement, mais de l'enceinte de la maison, mais également des maisons environnantes, même à travers le pays, pour s'assurer qu'on ne puisse pas contacter la maladie. Et cela demande effectivement des états de veille, même au niveau des domiciles, à chacun d'entre nous. Les mesures sont connues, le lavage des mains. Il urge de reprendre les mesures barrières comme lors de la Covid-19 et l'État doit avoir une stratégie pour parer à toute éventualité afin de prendre les devants pour éviter aux Sénégalais de vivre une psychose. Merci Pape Farah. La DRFJ, en partenariat avec le bureau de mise à niveau, va accompagner 100 entreprises sénégalaises à travers le projet d'appui et valorisation des initiatives entrepreneuriales. Une convention a été signée dans ce sens entre l'ADER et le BNM. Voici les deux dirigeantes de ces structures. L'occasion pour moi de magnifier ce partenariat entre le bureau de mise à niveau et la DRFJ qui
permet de mettre en exergue la complémentarité qu'il y a entre les différentes structures que l'État du Sénégal a mis en place pour accompagner son secteur entrepreneurial et ainsi favoriser l'éclosion et le développement des petites et moyennes entreprises. Je rappelle que l'objet de ce partenariat, c'est d'accompagner 100 entreprises sur le volet de l'assistance technique, mais également sur le volet du diagnostic, du coaching, de l'accompagnement. La convention qu'on déroule aujourd'hui de 200 millions a été signée le 7 septembre 2023 et qui marque une étape importante pour dans notre engagement commun pour le développement de l'entrepreneuriat au Sénégal. Ce partenariat qui vise à accompagner une cohorte de 100 entreprises sénégalaises dans le cadre du programme PAVI témoigne de notre volonté partagée de renforcer le tissu économique de notre pays. Dans l'actualité sportive, première journée des éliminatoires de la CAN 2025 groupe L en bloc d'équipes placées haut sur le terrain avec de l'intensité soutenue dans le jeu. Les clés du succès pour le Sénégal face au Burkina s'avance l'entraîneur Pape Lamine Conté. Notre consultant demande également aux joueurs de couloir des Lions d'élargir au maximum le jeu. Reportage Cher Sadibou Diarra. Face au 4-3-3 du Burkina Faso, l'essentiel n'est pas sur le schéma que va mettre le sélectionneur Aliou Cissé. Il est sur la position du bloc d'équipe et le rythme à imposer. Nous avons les moyens aujourd'hui, depuis un certain temps, de prendre un match en main et de gagner. C'est-à-dire que dès le départ, d'autant plus que le Burkina n'est pas tellement bien ces temps-ci, depuis 4 matchs ils ne sont pas tellement bien, dès le départ pour moi, il faut mettre un bloc haut et empêcher l'équipe adverse de voir ces lignes, que les défenseurs ne puissent pas avoir la possibilité de faire des passes, des lances dans la verticalité, qu'ils ne voient pas leur partenaire dans les autres. Ça, c'est important. C'est les capacités du Sénégal. Donc, si c'est un sujet, je maintiens de cela, mais que ce soit quand même beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus d'intensité. Il ne faut pas laisser à l'adversaire, chez nous, le temps de prendre confiance et de revenir pour nous porter des estocades. Lamine Conté prône aussi une bonne exploitation des couloirs pour mieux étirer et surprendre la défense burkinabé. D'emblée, il faut mettre un bloc haut, densifier le couloir central, les obliger dans le 4-3 à resserrer et libérer les couloirs extérieurs pour l'opportunité de mettre un piston pour des centres arrêtés qui peuvent être fatals pour la défense adverse. Donc sur ce plan-là, nous avons les moyens quand même de jouer, de se retrouver en répétant des passes. Qu'il n'y ait pas la possibilité de circulation de ballons, qu'il soit obligé de lancer les ballons. C'est ça l'objectif, que l'adversaire perde le contrôle de ce match, qu'on développe des temps forts très très longs pour tuer le match. Il faut apprendre à tuer le match. Ça aussi, il faut le souligner. Nous sommes en mal d'efficacité. Donc nous suivons souvent à un seul but, avec des occasions à ne plus finir. Maintenant, il faut les mettre de Et on espère la 5e victoire ce vendredi, cher Sadibou. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent dans un instant. Soir d'info, la suite avec Djenaba Seydouba. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.